Je fais de la recherche, je suis chercheur à l'INRIA Saclay. Avant d'arriver à l'INRIA Saclay, j'étais avant prof à Télécom Paris pendant 5 ans. Je donnais des cours de machine learning, d'optimisation de traitement de signal. Et avant ça, j'étais pendant 5 ans à l'INRIA en thèse, en postdoc, et après en postdoc aussi aux États-Unis, à Harvard, où tout au long de ces années de recherche, j'ai travaillé sur des problématiques de traitement de données en neurosciences, donc généralement en imagerie médicale, mais essayer de voir comment est-ce que l'analyse de données, les statistiques, le machine learning peuvent permettre de mieux traiter les données qui sortent des scanners, qui sortent des dispositifs qui permettent de mesurer l'activité cérébrale. Voilà. Et au cours de ces années de recherche, j'ai aussi travaillé beaucoup sur des logiciels open source, dont un qui est assez visible aujourd'hui qui s'appelle Scikit-learn, qui permet en Python de faire du machine learning et qu'on utilise beaucoup pour nous pour des enjeux de santé et de neurosciences, mais qui est aussi par design et par construction est extrêmement utilisé à travers d'autres sciences ou d'autres applications industrielles. Il y a un peu deux types de problèmes où est-ce que l'IA ou le machine learning peut avoir un impact sur la santé. C'est faire ce que les médecins savent déjà faire plus vite, ou leur permettre de faire plus vite, par exemple de regarder des données qui sont extrêmement volumineuses. Par exemple, quand vous faites des enregistrements qui sont très longs sur plusieurs jours, vous pouvez pas demander à un médecin de regarder une semaine de données. Donc, des algos qui disent au médecin où est-ce qu'il faut regarder pour trouver l'information. Ça lui permet de faire plus vite peut-être quelque chose qu'il aurait déjà pu faire. Donc ça, il y a plein d'enjeux, par exemple en radiologie, où en gros, on va utiliser des algorithmes pour reproduire le comportement du radiologue. Et peut-être lui permettre de voir tout de suite où il faut regarder plutôt que de regarder dans toutes les coupes toutes les coupes 2D du corps. Après, je pense qu'il y a aussi un gros enjeu d'essayer de faire à des algorithmes des choses que les médecins ou qu'aujourd'hui on n'imagine pas faisables. Il y a des applications comme ça où avec certaines photos du fond d'œil ou avec des mesures de prise de sang, des choses. Vous voyez déjà des indices statistiques qui vous informent sur des choses qu'on n'imaginait pas forcément faisables, ou du moins c'est des mesures qui n'étaient pas collectées dans cette finalité-là, et on se rend compte que finalement elles ont un pouvoir prédictif pour voir des nouvelles choses que l'humain n'était pas spécialement calibré pour voir. Si je caricature un petit peu, en neurosciences, vous avez neuroimagerie, plutôt que c'est encore plus précis que les neurosciences. Vous avez les physiciens qui font marcher les machines, vous avez des médecins qui essaient de faire des expériences ou de voir des patients. Et entre les deux, il y a des données qui sortent des scanners qu'il faut arriver à traiter. Donc ces données-là, aujourd'hui, mon métier, c'est de traiter ces données-là de façon plus efficace, d'avoir des meilleurs algos qui passent à l'échelle, qui voient des effets statistiques qui sont plus faibles. Et donc cette finalité de ces données, par exemple, si je prends l'exemple de neurosciences cliniques, ça va être des problèmes de détection sur des patients épileptiques, ça va être de détection sur des problèmes de troubles du sommeil. Il y a des tentatives d'avoir des biomarqueurs de certaines pathologies à partir de ces mesures d'activité cérébrale. Donc ça, c'est très clinique. Et après, il y a tout ce qui est essayer de comprendre le sujet sain. Donc on va parler de neurosciences cognitives, ou à travers des expériences ou des manipulations qui sont à la fois sur du comportement et des mesures cérébrales, d'essayer de reverse engineer, essayer de retrouver comment le cerveau fait les calculs, à quel endroit, à quel moment, quelle est la variabilité à travers une population d'individus, comment est-ce que des facteurs comme l'âge ou des variables environnementales vont influer sur ces mesures-là, et comment est-ce que du coup on est capable de mieux décrire ce cerveau sain. Voilà. Donc ça, c'est tout le champ des neurosciences cognitives, qui est un vaste projet. Dans ma présentation, j'ai donné un exemple de données qui venaient d'Angleterre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de grosses initiatives de données de santé qui viennent de pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre. Je sais très bien que la France je dirais, monte dans le train, et avec une ambition qui est, je dirais, internationale, d'arriver au niveau d'ambition d'autres pays qui se disent que la solution à leurs problèmes de santé vient pas forcément d'eux ou de leur pays, mais que c'est des gens partout dans le monde qui vont pouvoir trouver la meilleure approche pour résoudre ces problèmes-là. Donc ça pose un problème de qui a accès à ces données, dans quel cadre. Donc les Anglais, par exemple, ont résolu ça
en disant que c'était essentiellement des données qui venaient de patients, enfin de sujets sains ou de patients à qui on avait demandé des consentements. Ce qui est quelque chose qu'on peut faire lorsqu'on collecte des données dédiées avec des plans d'acquisition sur 4-5 ans. Donc les Anglais, ça fait des années qu'ils ont commencé à faire cette démarche-là. Aujourd'hui, la France est plutôt dans une logique d'ouverture de données qui sont déjà là, ce qui pose des problèmes légaux que les Anglais n'ont pas eu, parce que une fois que les données sont là, les patients n'ont pas donné le consentement initial. Donc il y a des choses qui sont naturellement pas faisables lorsqu'on réfléchit après, une fois qu'on a collecté les données, de se dire comment on va pouvoir les utiliser. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a un réel enjeu pratique, qui va être, à mon avis, un vrai défi pour les chercheurs français qui veulent travailler sur les données en France. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup de chercheurs français qui travaillent beaucoup sur les données anglaises et américaines. Et ce que je dis souvent en politique, c'est que la conséquence de ça, c'est qu'on aura des super algos qui marchent sur les statistiques des populations anglo-saxonnes, mais qui marchent pas chez les Français. Donc, je suis dans une équipe INRIA qui s'appelle l'équipe parietal. Moi, je suis un des chercheurs permanents de cette équipe, qui a 6 chercheurs permanents. C'est une équipe qui fait, je crois, maintenant entre 40 et 50 personnes, qui travaille à une grande majorité des gens sur des thématiques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, avec des extensions à la frontière entre accélérer les acquisitions, d'être plus proche de la machine, ou faire des choses qui sont aussi sur les traitements des textes qui sont produits par les scientifiques de ce domaine-là. Donc c'est plus juste du traitement d'image ou du traitement du signal. Des enjeux aussi de biais statistiques, on en a parlé par exemple aujourd'hui, quand on travaille sur des données, des données de santé par exemple, il y a plein de biais statistiques qu'il faut arriver à contrôler. Donc ça, c'est un des enjeux aussi qui est couvert par une partie de l'équipe. Et on a une grosse partie de l'équipe aussi qui fait beaucoup d'ingénierie. Donc dans l'équipe, sans vouloir dire de bêtises, je pense qu'on a entre 5 et 8 ingénieurs, j'allais dire 6-7 ingénieurs à plein temps. Donc c'est pour une équipe de recherche académique, c'est beaucoup, hein, et qui font essentiellement du code open source. Donc Scikit-learn, c'est un de ces projets qui est écrit en partie dans l'équipe, donc qui est écrit à d'autres endroits, mais pour lequel il y a des ingénieurs à plein temps qui sont payés pour faire ça. Et on a aussi donc un monde qui est plus un marché de niche, qui est l'imagerie cérébrale, les logiciels de niveau, enfin qui sont utilisés mondialement, qui sont développés au sein de l'équipe. Tout ça, c'est écrit en Python, c'est écrit sur des stacks open source et avec des contributions qui touchent tout l'écosystème du traitement de données scientifiques en Python. Alors, des startups que je connais bien autour de moi, si je parlais de cardiologie, une boîte comme Cardiologue, c'est quelque chose qui d'ailleurs en plus avait gagné, je crois, l'exemple de Francia il y a 2 ans. Vous avez une boîte aussi qui s'appelle Hawkin, qui est en France, qui fait beaucoup de santé. Une boîte qui s'appelle Therapixel, qui maintenant se lance beaucoup sur le diagnostic automatique de mammographie, qui montrent déjà des choses qui sont super encourageantes et qui sont peut-être à un niveau de maturité où aujourd'hui ils arrivent à avoir un impact direct sur ces transformations de métiers médicaux qui est un peu plus aval que le type de recherche que je peux faire aujourd'hui, qui est plus au niveau de sciences fondamentales, qui touche d'autres sciences, mais qui reste des questions assez fondamentales de comment marche le cerveau.